Bonjour, en pleine semaine des assises, les affaires de viol et de pédophilie reviennent régulièrement. Aujourd'hui, avec mes invités, on va essayer de comprendre comment de tels drames arrivent, comment ces agresseurs sont-ils encadrés pour qu'ils ne recommencent plus. Avec moi aujourd'hui, Aldo Tirao, directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Bonjour Aldo et merci d'être là. Bonjour Mélie. Également avec nous Steve Pouchas de la BPDJ, la Brigade de prévention de la délinquance juvénile. Bonjour et merci de nous éclairer sur ce sujet qui n'est pas toujours évident. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent poser directement leurs questions aux invités en composant le 86 16 00. Alors, on commence par le début. Steve Pouchas, en quoi consiste votre travail au sein de la BPDJ ? Alors, sur les thématiques dont on va parler ce matin, je dirais que nous, on est sur à mon sens, ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'audition du mineur victime d'abus sexuels ou de maltraitance. Donc, c'est vraiment le début de l'enquête. Voilà, donc la victime, ce qu'elle va dire et qui est-ce qu'elle va désigner comme étant l'auteur de ce qui s'est passé pour elle. Un auteur qui peut être dans la famille, un auteur qui peut être à l'extérieur de la famille. Mais vraiment, mon exercice, le travail que mon unité fait, c'est à destination des mineurs. Moi, je ne reçois pas de majeurs, mais on va parler de la problématique complète ce matin. On ne va pas parler seulement des mineurs vis-à-vis de cette problématique. Vous êtes présent un peu partout ou simplement sur Tahiti, à un endroit bien particulier ? Alors, on a nécessité d'être présent à un endroit bien particulier. On est à la caserne Brûleur, donc il y a avenue Pouvanaupa au-dessus de la présidence, là, à la gendarmerie. Pourquoi ? Parce qu'on a une salle qui est dédiée à ce genre d'exercice, de l'entretien avec le mineur, pour qu'il puisse révéler dans les meilleures conditions ce qui a pu lui arriver. Donc la mise en confiance est très importante, sachant quand on a des petits-enfants de 2 ans, 2 ans et demi. C'est pas toujours évident. Il va falloir mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse récupérer un maximum de renseignements. Ça se passe comment alors ? Je pense aux îles. Lorsqu'on est confronté à ce genre de problème dans les îles, vous n'y êtes pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est se rendre directement à la gendarmerie et après on est réorienté vers vous ? Alors exactement. Alors très souvent, ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, c'est que très souvent, soit l'enfant ou l'adulte va signaler dans sa famille ce qui s'est passé. Mais on s'aperçoit aussi que beaucoup de services, notamment l'éducation, les affaires sociales, vont jouer un rôle prépondérant en la matière. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire remonter des signalements, c'est-à-dire la connaissance de ce qui s'est passé auprès des autorités judiciaires ou auprès des autorités gendarmerie ou police. Ce qui veut dire que à partir du moment où on a une information, hop, tout de suite, tout va se déclencher rapidement. Et qu'on soit dans les îles ou qu'on soit ici sur Tahiti, c'est vous qui êtes dépêché sur place ? Alors, c'est pas nous qui sommes dépêchés sur place. Pourquoi ? Parce qu'il y aura pas seulement l'acte d'enquête de l'audition, il y aura aussi peut-être de l'analyse médicale, il y aura aussi analyse psychiatrique ou psychologique. Et donc du coup, très souvent, un jeune enfant, il va venir ici sur Tahiti. Donc, une situation urgente, à l'avion, le lendemain, l'enfant peut être là mais d'autres mesures ont été prises, bien sûr, sur place pour protéger cet enfant. Et concernant le suspect, est-ce que lui est pris en charge de suite, par exemple, Aldo ? Est-ce qu'on le met en détention provisoire tout de suite ou il se passe un laps de temps avant ? Alors, je peux répondre parce que je connais simplement un petit peu la procédure, mais je crois que Steve aussi connaît beaucoup mieux que moi la procédure dans la gendarmerie. Parce que c'est vrai que à partir du moment où il y a un signalement, il y a effectivement les faits, la personne est mise en détention provisoire le plus rapidement possible. En majorité, en général. Dans la majorité des cas. Et comment ça se passe lorsqu'ils arrivent à Nutania ? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière ? Je suppose qu'on ne peut pas placer n'importe quel détenu avec un autre. Alors, ça, c'est le travail un petit peu de chef de détention, de la prison dans laquelle on vit. Et avec le directeur, c'est vrai qu'au niveau des cellules, on essaie effectivement de les mettre dans des cellules bien déterminées. Pourquoi ? Parce que ça peut créer des problèmes ? Non, c'est pas parce que ça peut créer des problèmes, mais c'est vrai simplement que ils peuvent être pointés du doigt aussi par moment. Mais ici, en France, je sais qu'en France, à un moment donné, en métropole, les gens qui violaient, on appelait des pointeurs, donc ils étaient assez, parce qu'on les pointe un peu du doigt. Ici, ça se passe assez bien. Assez bien.
Hein, donc, en plus, vu la configuration et puis l'état de sous-booking de la prison, donc on essaie effectivement de faire le maximum. Finalement, nous, Tania, vous avez plus de délinquants sexuels ou plus, par exemple, dû à d'autres délits? Ah non, c'est vrai, il fut une époque, où les délinquants sexuels étaient en nombre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, il y a effectivement pas mal de personnes qui sont là pour les violences, les violences, que ce soit intrafamiliales ou extrafamiliales, les vols et puis les stupes. Surtout les stupes. Et justement, Steve Pourchasse, vous disiez tout à l'heure que on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'affaires, mais en fait, c'est peut-être pas forcément ça. Vous parlez plutôt d'un effet on commence à briser la loi du silence. Oui, mais le rapport statistique qui a été fait par le haut-commissaire montrait qu'il y avait des augmentations dans certains domaines. Si on peut parler de celle-là, une augmentation de chiffres, ça ne veut pas dire c'est dramatique parce que ça veut dire qu'il y a un nombre de cas qui est révélé qui est important. Mais en ce sens, moi je m'aperçois, alors j'ai pas tant que ça de recul ici, mais quand je suis auprès de mes camarades et qu'on en discute ensemble, eux ont à dire qu'il y a quelques années de ça, quand un enfant venait chez nous, les faits s'étaient passés il y a plusieurs mois ou plusieurs années, avant que ce soit révélé. Maintenant, on est parfois à plusieurs jours, plusieurs semaines, mais parfois même la veille. Très rarement au-delà. Oui, voilà, très rarement au-delà. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit que la loi du silence est quand même brisée. Alors, il reste encore du travail à faire. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Hein. Mais il y a du mieux et l'éducation a joué un rôle prépondérant en la matière. Une émission de radio telle que celle-là joue aussi un rôle prépondérant parce qu'on va jusqu'aux familles et leur dire attention, ça c'est extrêmement grave. C'est pas comme un vol, c'est pas comme dont on peut se remettre. Mais une comment violence, convaincre ces parents qui des fois ça fait honte? Comment les convaincre, leur dire non, on va vous aider? Est-ce qu'il y a tout un accompagnement? Mais comme je te disais, l'idée de les convaincre, c'est un vol, on a été volé, on peut s'en remettre. Une violence sexuelle telle que celle-là, vraisemblablement qu'on ne pourra jamais s'en remettre, qu'on pourra vivre avec, mais le travail de reconstruction va être très très compliqué. Donc on ne peut pas laisser porter ce fardeau. Alors moi je parle plus des enfants parce que c'est la population que je connais, mais même à une adulte ou à un adulte qui a été abusé sexuellement, ce fardeau-là, il va le porter au quotidien, quoi. Hein. Donc il faut bien que les gens comprennent, et à plus forte raison les encadrants, les parents, comme tu disais, qu'ils ont un rôle, et on va même aller plus loin. Ils ont une obligation de révéler. Ce qui veut dire que quoi ? Moi, je me suis aperçu dans certaines procédures, on a fait remonter les informations, comme quoi les parents savaient depuis longtemps, et les parents vont être condamnés aussi. Hein. Pour non-assistance. Oui, on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Du coup, alors, pas tout à fait la même peine, mais voilà, on ne peut pas laisser la loi du silence s'installer. Voilà. Et combien d'affaires vous traitez par an, si on peut parler un petit peu de chiffres ? Alors, nous, à la BPDJ, en termes d'audition, on est en général au-delà de 200 auditions. Mais c'est pas relatif à tout ce qui se passe sur la Polynésie, puisque là, je te parle uniquement de ce qui relève de la gendarmerie et de mon service, parce que parfois, il y a des choses qui sont aussi traitées au niveau des unités de gendarmerie proprement dites. Mais voilà, on est sur ce volume-là. Après... en termes de chiffres précis, je ne pourrais pas te les apporter concernant tout ce qui relève des violences sexuelles. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, on sait que par rapport aux autres années, c'est en légère quand même augmentation. Alors, on en a parlé. Oui. Légère augmentation, ça veut dire que peut-être aussi la loi du silence se brise. Voilà. Donc il y a des campagnes aussi, je suppose, de prévention. Est-ce que ça continue toujours ? Parce qu'à un moment, il y a des campagnes qui a été fortement critiquées en métropole. Par exemple, dans les écoles où on disait attention, il ne faut pas parler aux inconnus. Et puis forcément, on s'est rendu compte que du coup, on mettait en garde les enfants, les parents contre des inconnus. Et des fois, le prédateur se trouve dans le cercle familial ou amical. Donc, cette analyse-là, après, moi, je partagerai peut-être pas totalement, mais bon, il y a des spécialistes qui se sont peut-être prononcés là-dessus. Moi, je pense que les enfants, faut les informer. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire et je pense qu'un enfant, faut lui dire, voilà, ton corps, il t'appartient. Si quelqu'un, y compris peut-être dans la famille, à partir d'un certain âge, si quelqu'un vient outrepasser la limite de ce corps,
c'est pas une situation normale. Voilà. Donc cette situation anormale, il faut la révéler aux adultes qui sont autour de toi. Nous on fait ce travail notamment avec les CM2. Alors on englobe ça dans tous les types de violences quand on va faire de la prévention dans les écoles. Et résultat, on parle un petit peu, en finalité, on parle de ce contexte-là, des violences qui peuvent exister, qui relèvent de la sexualité, sans rentrer dans le détail, mais juste en parlant du corps. Voilà. Hein, le corps, voilà, ça m'appartient. Il y a des endroits un peu intimes. Les enfants, ils savent. Hein, oui. Et voilà. Et bon, voilà. Et justement, Aldo, toi qui es confronté à ces personnes qui ont commis des crimes, quel regard portes-tu sur eux? Ça doit être difficile parce que tu dois pas... tu es là pour les aider à s'en sortir, mais est-ce que des fois tu es confronté à des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, ils se disent non, je suis malade, je suis comme ça, point barre? C'est très rare qu'il y a personne, surtout dans ce domaine-là, qui te dit non, je ne veux pas m'en sortir. Ou qui disent rien. Des fois, les psychologues confient, par exemple aux assises, que des fois, ils sont confrontés à des personnes fermées. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes lorsqu'ils ont effectué leur peine? Actuellement, au niveau des textes, d'abord peut-être expliquer ce que je fais comme travail. Le SPIP, le service pénitentiaire de probation, intervient dans 2 lieux bien différents. Donc, ce qu'on appelle nous le milieu fermé, donc c'est la prison, et le milieu ouvert. Effectivement, depuis 3 ou 4 ans, le vocable, notre objectif, c'est d'éviter la récidive. Évidemment, il a mis en place un certain nombre de choses dans l'intérieur de la prison, des activités. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple au niveau de la prison, donc on met en place tout ce qui est formation, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est aussi des moments ludiques, parce que on essaie de mettre ça en place. Bon, ça c'est pour se réinsérer, voilà, mais pour se soigner. Alors, pour ce genre de personnes, donc depuis 2 ou 3 ans, on a mis en place ce qu'on appelle le PPR. Il y a un programme de prévention de la récidive et dans lequel effectivement ces personnes on discute avec eux. C'est aussi volontaire, c'est des personnes qui viennent au PPR volontairement. Mais on peut pas les obliger à... Pourquoi vous savez, quand on oblige quelqu'un à venir dans ce genre de programme, dans ce type de programme, ça fonctionne pas. Donc on essaie effectivement de leur conseiller, de leur conseiller de venir. Et puis de voir le nœud de l'affaire, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et aussi faire comprendre que ce type d'acte peut être condamnable, donc parce qu'il y a des gens qui, je pense que dans leur tête, n'ont pas vraiment intégré la loi aussi. C'est pas évident, on se dit tout le monde aujourd'hui doit peut-être intégrer la loi, mais il y a des moments c'est difficile. Mais c'est-à-dire lorsque vous dites n'a pas intégré la loi, il se croit intouchable, il se dit non, il banalise finalement le... Tout à fait, il banalise ou ils connaissent pas. Il y a des personnes toucher quelqu'un, je parle en général, je parle pas simplement des mineurs comme dit Steve, mais aussi des majeurs. Par exemple, agresser sa femme pour lui, c'est pas un viol. Non. C'est quelque chose de normal, c'est sa femme, donc et sa femme porte plainte pour viol, il comprend pas. Il comprend pas. Non, alors que effectivement, il a fait un acte d'agression qui a suivi du coup, ainsi de suite. Donc, et la femme porte plainte et il comprend pas. Donc, c'est tout cela qu'on essaie aussi de recadrer dans les PPR avec eux. Et petit à petit, il y a des gens qui comprennent les choses. Et puis la suite, nous on passe la suite effectivement à des médecins comme les psychiatres, les psychologues, parce qu'on n'est pas psychologue ni psychiatre. On essaie effectivement de faire émerger le pourquoi de l'acte et pourquoi c'est arrivé et à quel moment. Vous êtes combien à vous occuper de tout ça? Nous sommes 15. Il y a 15 conseillers donc de pénitentiaire d'accès à la probation pour toute la Polynésie. C'est vrai que on est un peu juste, mais on fait. On essaie de faire progresser. Et donc, je parlais de PPR, donc de ce programme de prévention de la récidive. Ça se passe en prison. On le fait en prison. On le fait aussi en milieu ouvert. Comme je le disais, en milieu ouvert, nous suivons aussi les personnes qui sont condamnées ou qui sont libérées sous conditionnel, par exemple. Donc, sous libération conditionnelle. Donc, c'est un aménagement de peine.
Donc on continue à les suivre jusqu'à la fin de la peine. Et c'est pas fini parce qu'il y a depuis 1998, on a installé aussi ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne difficilement parce qu'on a quand même quelques. Parce qu'il faut suivre tout ça, tout ce monde, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui. Combien de personnes, par exemple, vous gérez en ce moment? Pour tout le monde, gérer ce qu'on gère actuellement, on est à 1800 personnes, presque 2000 personnes, au milieu ouvert, donc à peu près 2000 personnes. Donc tout type de suivi confondu. Au niveau des délinquants sexuels, moi je pense qu'on tourne à peu près à... On est actuellement au niveau des délinquants sexuels qui sont suivis, on tourne à peu près à 100, à peu près. Par exemple, en milieu ouvert, comment vous les suivez? C'est tous les jours? Vous devez les rencontrer tous les jours? Ou bien il y a un programme bien établi? Non, il y a toute une procédure. Alors, il faut que j'explique. Pardon. La personne qui est condamnée et qui arrive chez nous, nous travaillons sous mandat, sous mandat du juge d'application des peines, et qui, dans les obligations, figure l'obligation de soins. Et donc, à ce moment-là, la personne qui est suivie doit effectivement rencontrer des psychiatres, des psychologues, et même des obligations de soins pour ceux qui sont qui ont été condamnés pour alcool, par exemple. Donc, de voir, par exemple, le service de toxicomanie, pour pouvoir en discuter avec un psychologue, avec un docteur, avec des infirmiers. Mais cette obligation des soins, est-ce qu'elle est forcément respectée par les détenus ou les anciens détenus? Quand ils sont avec nous, c'est une obligation. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si les obligations ne sont pas suivies, le risque, c'est d'avoir la mesure révoquée et de retourner en prison. Ça arrive souvent? Ça arrive. Pas si souvent, mais ça arrive. Ce qui veut dire que les personnes qui sont suivies, ils ont aussi cette épée de Damoclès derrière, de suivre des obligations. Nous, on essaie effectivement d'aller le plus loin possible avec eux, ce qui n'est pas évident vu le nombre de personnes qu'on suit actuellement, et de discuter avec eux, de prendre contact avec nos partenaires médicaux, nos partenaires médicaux pour pouvoir en discuter par moment là-dessus. Le seul problème en Polynésie actuellement, nous sommes un peu en déficit de personnel médical, comme les psychiatres, les psychologues, mais on essaie de faire avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. On va revenir un petit peu sur l'aspect enquête et tout. Combien une enquête, par exemple, dans ce genre d'affaires, elle dure combien de temps? Ça c'est très variable. Bon, tu sais que ici, le contexte du territoire fait qu'on va rapidement avoir les éléments souvent sur l'auteur. Mais ça suffit pas à la justice, ça, pour condamner quelqu'un. Ce qui veut dire qu'il va falloir l'intervention de plusieurs personnes et de spécialités différentes et avec des partenaires différents. Donc, si on reprend du début, un signalement, le procureur de la République va en être au courant, il va transmettre ça rapidement à une unité de gendarmerie. Peu importe qu'on soit été sur les îles, il va de toute façon avoir quelqu'un, un agissant de la justice, un policier ou gendarme, ou policiers municipaux aussi, qui va pouvoir prendre en compte les premières mesures. Le policier municipal qui est, à Makemo, il est tout seul à Makemo, et il va pouvoir mettre l'enfant dans l'avion avec un responsable, alors soit les parents si c'est les parents, soit un responsable qui sera désigné par le procureur de la République pour assurer la venue jusqu'à Téti. Après, il est pris en charge par un enquêteur qui va prendre en compte les premiers éléments et qui va faire la poursuite d'enquête pour la victime, mais aussi pour l'auteur, et s'il y a l'interpellation de l'auteur. Donc ça, les enquêteurs de terrain. Ensuite, chez nous, il y a aussi tout ce qui relève des référents victimes. Il y a des gens qui sont désignés dans chaque unité de gendarmerie. Tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est difficile d'aller vers une gendarmerie? Il faut savoir que dans chaque unité de gendarmerie, on prend le téléphone, on appelle, on dit voilà, moi, je voudrais avoir un petit entretien avec le référent victime parce que je veux pas parler à tout le monde comme ça. Je veux être dans un bureau. Donc à retenir le référent. Oui, voilà. Il y a d'ailleurs même au-dessus de tous ces référents victimes qui sont présents dans les unités, il y a un officier gendarmerie qui est un référent victime. Donc lui, il va aussi donner des directives à ses référents dans les brigades. Et après, il y a toutes les unités spécialisées.
Donc moi j'en fais partie, la BPDJ, pour auditionner les jeunes comme je te le disais. Ensuite, il y a aussi les techniciens en identification criminelle, c'est eux qui vont faire éventuellement de la police technique pour les analyses, s'il y a des analyses à faire. Et puis on va conjuguer après tout un tas de partenaires santé, sociale, pour les analyses psychiatriques, psychologiques, scolaires. Donc c'est un travail vraiment de tous, quoi. Alors pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la question que tu posais à Aldo, y a plusieurs profils de délinquants sexuels. Est-ce qu'on peut les repérer? Est-ce qu'on a des... Les repérer, ça serait difficile. On n'a pas tous les outils. Ouais. Mais déjà, très simplement, je reviens à des situations. Il y a des... Pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps. Il y a une famille qui me dit, bah oui, on savait, on avait déjà entendu, il avait déjà... Je veux dire, ça sans vouloir repérer, c'est déjà un bon signe. Que dans un quartier, on pointe du doigt en disant celui-là, il a un comportement. Ben voilà, faut pas attendre qu'il se passe quelque chose. Mais on peut pas non plus aller dénoncer pour dénoncer. On le connaît pour certains. Oui, mais ça peut être dénoncé pour alors que l'acte n'a pas encore été commis. Bien sûr, mais un acte. Je vais te donner quelque chose de très simple. Quelqu'un qui vient aux fenêtres et puis qui regarde les filles en train de se changer, ou on peut se dire déjà qu'il y a un rapport à la norme qui est pas tout à fait. C'est ce qu'il disait Aldo tout à l'heure. On voit qu'il y a des délinquants sexuels qui, comme tu disais, qui n'ont pas fait encore grand chose ou. Mais même eux, il faut déjà là, il faudrait peut-être. Alors, les sanctions seront peut-être adaptées. Adaptées. Voilà. Mais déjà, lui saura qu'on le connaît et que voilà. Et par exemple, ce genre de personnes, est-ce qu'il figure sur le fichier des délinquants sexuels? Oui, c'est tout l'intérêt. D'accord. C'est que il va apparaître sur ce qu'on appelle le FIGES. Donc ça, c'est un fichier. Alors, je vais te donner l'appellation. Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ça a été complété. Alors, il y a qui dessus? T'as les voyeurs, les exhibitionnistes. Et puis après, tout le panel de nombre d'infractions qui puissent exister, jusqu'à le conjoint qui vient à abuser de sa femme lors d'un rapport violent. Elle ressemble à quoi, cette liste? Elle doit être énorme, puisque ça... Oui et non. Il y a la photo, le nom, l'état civil, tout. On peut avoir tout ça. Si, tu dois connaître. Moi, je connais pas. On peut avoir tout ça. Il y a tous les détails des infractions qui ont été commises précédemment, mais il y a surtout des obligations pour celui qui y apparaît. C'est-à-dire qu'à chaque année, à sa date anniversaire, il a obligation de venir signer dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour signaler où il se trouve. Voilà. Il a l'obligation, alors il faudrait que je reprenne, mais à partir du moment où il déménage, il a 15 jours pour signaler, je crois, 15 jours, je crois. son déménagement. On y figure à vie? Et il y figure pendant, suivant l'infraction qu'il a commis, ça peut aller jusqu'à 30 ans. D'accord. Voilà. Et est-ce que cette liste, ce fichier est accessible à tout le monde? Alors non, parce que dans certains pays, apparemment, j'ai pu voir au Canada, aux États-Unis, et dans certains pays d'Europe, ils essaient de mettre ça en place. Alors, on va faire le pendant de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans un quartier. Je vais peut-être pas signaler parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais je vais. Là, on est dans tout l'inverse, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Ils ont mis en avant ça à la population, et qu'est-ce qu'ont fait certains? Ils sont allés lyncher des gens qui étaient dans leur quartier, mais qui avaient été mis par erreur, qui avaient des homonymes, et donc du coup, je crois qu'en droit français, même si on nous reproche parfois d'être peut-être moins intrusif que les Anglais mais il faut regarder ça aussi froidement, c'est-à-dire que derrière une personne, il y a aussi sa famille, il y a aussi tout ça. On peut pas se permettre de commettre des erreurs non plus qui amènera au suicide. Donc on revient au fichier. Il a pour la personne qui figure pour obligation à date d'anniversaire de se signaler. À chaque fois qu'il déménage, il a obligation dans un délai court de signaler aussi. Donc il y a d'autres mesures d'obligation, mais il faudrait que je relise un peu. Et vous la consultez régulièrement? Vous travaillez régulièrement grâce à cet outil, ou c'est simplement vous l'utilisez lors d'une enquête? Alors ça va aussi donner des éléments lors de l'enquête, tout à fait.
Mais tout l'intérêt de ce fichier, c'est que ça donne surtout des obligations à l'auteur. Et s'il les respecte pas, Oui. il va être sanctionné parce que le non-respect de certaines mesures prévoit l'incarcération pour 2 ans de nouveau. Donc il y a aussi, au-delà de la récidive dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi l'idée que si je viens pas à respecter pourquoi on m'a obligé, en dehors des sanctions qui sont données par le tribunal, d'apparaître sur ce fichier et de pas respecter les mesures qui sont déterminées par ce fichier, impose à l'auteur d'aller se présenter devant la justice de nouveau, enfin d'être présenté devant la justice pour s'expliquer. Vous la consultez régulièrement? C'est mis à jour régulièrement. Régulièrement. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi des nouveaux auteurs qui y sont inscrits et puis il y a un suivi régulier. Ouais. Comment vous faites pour surveiller les personnes qui qui figurent sur cette liste, qui ont effectué leur peine et qui sortent? Ça, ils ont fini leur peine et je suppose qu'ils ne doivent pas approcher de lieux sensibles comme des écoles, des garderies. Comment vous faites pour les surveiller qui ne s'approchent pas? Ce fichier il va pas donner des restrictions comme ça. C'est au tribunal très souvent lors d'une sanction où on va interdire à une personne d'avoir accès à une profession, d'avoir accès à certains lieux, d'avoir accès à la proximité du lieu de vie de la victime. Et donc ça, c'est contrôlé au titre des contrôles que peuvent faire les policiers ou les gendarmes. C'est vrai que quand tu as eu une enquête, que tu connais bien ton auteur, qu'il a été sanctionné, très rapidement, si tu le revois dans la commune et à proximité, voilà. On peut pas, en gros, on peut pas les surveiller tous, quoi. Après, c'est difficile de mettre. Mais t'as bien compris aussi, c'est que il y a quelque chose de partenarial aussi derrière ça. C'est-à-dire que très souvent on dit vous allez pas pouvoir les suivre tous. Oui, mais nous. Mais on peut pas leur mettre le système de bracelet électronique puisque il a été présenté en grande pompe et tout. On peut pas leur mettre comme ça. On est sûr qu'ils s'approchent pas. Dès qu'ils s'approchent, ils sont suivis par GPS. Non, c'est pas possible. Non, pour le moment. On pourrait, actuellement, donc. Ça coûte trop cher. D'abord, ça coûte cher, et en plus, ici en Polynésie, surtout en Polynésie, particulièrement, la couverture, disons, je connais pas trop bien, 3G, 4G, n'existe pas, donc on peut pas mettre tout le monde sous bracelet électronique, donc voilà. Ouais. Par contre, juste pour compléter un peu ce que disait Steve, ce qui est intéressant aussi pour le fichier, c'est que lorsque effectivement il y a eu un vol et puis il y a quelque chose on ne sait pas qui c'est l'inconnu, on peut aussi s'y référer, on dit tiens, où il habite celui-là, s'il est peut-être dans le coin, ainsi de suite. C'est aussi simplement des recherches qu'on peut faire de ce type-là. Mais on ne pourra pas mettre tout le monde sous bracelet électronique. Et on revient à ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là aussi, en se préservant, bien sûr, la population peut aussi jouer son rôle. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a été condamné pour sans aller à son contact et voir mais si on le voit traîner autour de l'école, ça coûte rien de passer un petit coup de fil à la gendarmerie ou aux policiers municipaux, Mouteuil, en disant voilà, tiens. Un tel là, il y a pas très longtemps. Enfin, moi je veux pas juger de la situation, mais il est en train de tourner autour de l'école. Là, il a le droit ou pas le droit. Là aussi, c'est du devoir civique alors. Je pense que la population peut aussi jouer son rôle en la matière, même si c'est pas, je te l'accorde, c'est pas forcément tout à fait son rôle, mais quand même, on peut s'impliquer quand même là-dedans. Alors vous, tous les deux, vous êtes confrontés régulièrement à ce genre de personnes, aussi bien aux victimes qu'aux personnes qui les commettent. Est-ce qu'on peut dépister tout ce qui est pédophile? Est-ce qu'il y a des tests pour déceler cette déviance sexuelle ou pas? Est-ce qu'il existe... Je laisse d'abord la parole à Steve. Vous devez sûrement voir qu'il y a... On revient à ce que tu disais tout à l'heure, le profil des auteurs. Il y aurait les pédophiles, il y aurait ceux qui perçoivent pas la norme, comme nous, c'est-à-dire... voilà, il y a des gens, on voit des adultes qui pensent qu'ils peuvent avoir une relation avec un plus jeune et puis ils sont même surpris qu'on vienne leur dire mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a aussi pendant les soirées, quand il y a beaucoup d'alcool, des produits, ça faut aussi beaucoup le dire, parce que. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre justement lorsqu'on des fois les bringues familiales et tout ou des amis sont invités, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Plus on boit d'alcool et à un moment donné, plus on quitte un état de conscience. Souvent, c'est ça qui fait qu'on bascule dans l'irréparable. Alors,
pas seulement ça, mais ça va être un déclencheur, c'est sûr. Ça va être des inhibiteurs. Mais ça reste quelques exemples. Moi, j'ai eu quelques cas où les jeunes filles ou les jeunes garçons qui avaient été abusés disaient moi, ce tonton, mais il est très bien, je comprends pas pourquoi, j'avais confiance en lui, pourquoi il... mais ils ont tout de suite compris que avec l'alcool ou avec aussi le PACA, au moment où ça s'est passé, il n'était plus le même. C'est-à-dire que quelques minutes avant, le tonton très gentil, et puis voilà. Donc c'est forcément un déclencheur. Et j'ai lu aussi que 20 à 30% des personnes qui ont commis ces actes étaient eux-mêmes des victimes. Souvent. Oui, c'est ça. Ouais. Les auteurs sont parfois. La reproduction aérienne. C'est pas automatique, mais beaucoup des auteurs ont été souvent victimes. Ouais, tout à fait. Exactement. Et je voulais parler du dernier profil qui est un peu nouveau aussi. Ce sont les jeunes, voire même les très jeunes, qui sont délinquants sexuels, qui deviennent des délinquants sexuels. C'est-à-dire, tu sais que on a beaucoup la télé, on a beaucoup Internet. Par reproduction. Et il y a beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui se nourrissent de la pornographie. C'est-à-dire quand tu dis jeune, c'est 13 ans. 12-13 ans. Ouais. Et ce que nous tous autour de la table, peut-être, on en a connu, c'est-à-dire la découverte sexuelle à partir de cet âge de 12-13 ans. Tiens, la fille, elle est pas pareille que moi. Tiens, elle m'attire. Tiens, ma petite cousine, je vais essayer de voir ce qu'elle a sous ça marche. Voilà. Là, on n'est pas sur ce raisonnement-là. C'est-à-dire que là, c'est comme ils ont vu, ils vont essayer de reproduire ce qu'ils ont vu dans le film pornographique. Avec des petits cousins, les petites cousines. Donc, vous avez aussi ce genre d'affaire, avoir deux mineurs victimes et aussi, en fait, auteur-victime, victime-auteur, tout à fait. Tu vois, donc c'est aussi des nouveaux schémas de la sexualité, mais qui peuvent être parfois un petit peu inquiétants. Bon, Est-ce que la sexualité, du coup, est banalisée, du coup, donc du coup... On est dans une société qui banalise un peu la sexualité et l'acte sexuel, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que ces jeunes auteurs deviennent alors ? Est-ce que toi, par exemple, Aldo, tu les suis ? Ah non, les auteurs, les mineurs, c'est pas dans notre partie, nous sommes plutôt dans les majeurs. Mais c'est vrai, lorsqu'ils sont incarcérés, de toute manière, on est aussi en prison, donc on essaie de voir déjà... Les plus jeunes qui sont incarcérés à Noutania, par exemple, c'est quel âge ? Je pense que pas forcément. Non, la plupart qui sont incarcérés, on peut incarcérer aussi à 14 ans, parce que c'est vraiment un crime, donc il n'y a pas de problème. Lorsque tu dis crime, c'est tuer, viol. Voilà, Il faut qu'il y ait quelque chose d'extrêmement grave pour avoir la nécessité. Mais il y a cette possibilité à partir de 13 ans de mettre un mineur en prison si c'est quelqu'un. Mais ces jeunes sont récupérables, être aussi jeunes. Au contraire, vaut mieux les prendre ça lorsqu'ils sont jeunes ou est-ce qu'il y a des cas irrécupérables ? Après, il y aura toujours des cas très certainement irrécupérables, mais l'idée de la prison, c'est de sortir quelqu'un momentanément de la société pour permettre de le reconstruire et de permettre qu'il retourne dans de meilleures conditions. Après, on le sait très bien tous, parfois ça marche pas, parfois... Avec ceux pour qui on penserait que ça va pas fonctionner, ça fonctionne, et puis ceux pour qui on penserait que ça fonctionne pas. Alors, on sait que la justice essaie de faire des économies, on le sent nettement au tribunal, avec les réservistes et tout. Est-ce que dans vos services aussi, vous sentez cette restriction budgétaire ? Et est-ce que ça a des conséquences sur votre travail du coup ? Je pense que même ici, à Polynésie Première, tu dois sentir parfaitement. Alors, je crois que c'est un contexte qui nous dépasse un peu, mais ça a permis aussi de penser à fonctionner différemment et pas forcément moins bien. Apprendre à travailler autrement. Mais oui, tout n'est pas rose. Je vais pas. Bien sûr. Mais on travaille beaucoup plus en partenariat, et le partenariat, c'est quelque chose qui rend plus efficace les choses quand même. Avant, chacun travaillait avec son petit budget, son effectif et dans son coin, et on était peut-être un peu moins efficace que maintenant. Donc voilà, il y a forcément du mieux. Maintenant, il y a plus de synergie entre les services. Oui, ça existait déjà, mais maintenant peut-être beaucoup plus. Nous, on travaille aussi avec la gendarmerie, puisque nous intervenons aussi dans les îles. On travaille avec la gendarmerie, par exemple, pour des personnes qui sont suivies dans les îles. Oui. Il y a des îles, on peut pas y aller, à moins d'avoir un pilote et un avion à notre disposition pour y aller tous les mois. Et donc, et puis, il y a la restriction budgétaire, donc ça nous a permis effectivement de retravailler avec les policiers municipaux, les maires, avec
tout le monde qui a d'autorité sur l'île, même y compris les pasteurs ou les comment on appelle, les associations, avec tout le monde. Et s'il fallait parler de réinsertion, est-ce que ça se passe bien en général, ou il y a encore énormément de choses à faire? Il y a énormément de choses à faire. Mais la réinsertion, tout le monde croit que mon service, ça s'appelle comme cela, la réinsertion. Mais on ne peut pas tout faire, comme disait Mais ça Steve peut pas se faire en un an, je suppose. Non, ça peut pas se faire en un an, mais on peut pas aussi travailler tout seul. Comme disait Steve, on n'est pas dans notre coin, nous sommes le SPIP, nous sommes contre tout le monde, nous sommes les meilleurs. On travaille toujours en transversalité, donc avec tous les partenaires imaginaires et possibles, avec les partenaires dans le médical, les partenaires dans la justice, des partenaires associatifs, des partenaires au niveau du social, donc pour le suivi des personnes qui sont à l'extérieur, et notamment des enfants, particulièrement des enfants. Est-ce que justement, vous avez pensé à confronter des victimes à des gens qui commettent ces crimes pour qu'ils soient confrontés? Est-ce que ça peut... Enfin, je sais que ça peut être difficile pour les victimes, mais des fois, être confronté aux conséquences de ce qu'on a... Est-ce que ça se fait ou... Nous, on le fait pas. Dans les groupes de parole ou... Oui, il y a certaines associations qui ont songé. Après, là aussi... être confronté à la souffrance de l'autre, ou bien pas forcément les confronter physiquement, mais... Moi, je regarde ça d'un œil extérieur, mais c'est plus des gens, des psychologues qui se prononcent sur ce genre de dispositif, en général, savoir s'il y a une efficacité. Ça peut avoir une efficacité pour certaines victimes où là c'est un exutoire de psychologique et pour les auteurs dans la compréhension de ce qu'ils ont fait au-delà du tribunal et des sanctions, de voir qu'un mineur est au bord du suicide, une victime est au bord du suicide parce que voilà, ça peut être un cheminement intéressant pour les uns et les autres, mais bon après je sais pas si il y a d'autres traitements aussi, comme on en a parlé de castration chimique, d'inhibiteurs de libido. Est-ce que c'est utilisé ici et est-ce que ça fonctionne? C'est dommage qu'on n'a pas de personnes dans ce domaine-là, mais à ma connaissance, il y en a. C'est vraiment à la marge. Est-ce que ça fait partie, par exemple, de la réinsertion aussi? Je retourne dans la société, il faudrait peut-être prendre des précautions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pour ce genre de personnes, pour les infractions sexuelles, surtout, et multirécidivistes pour les récidivistes, ça peut faire partie des obligations, et ça peut faire partie aussi des mesures qui lui permettront de demander un aménagement de peine. Parce que c'est une condition. C'est une des conditions. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. La première fois que j'ai vu arriver ce genre d'obligation, je me suis posé la question. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Poser la question, c'est-à-dire sur l'efficacité, sur est-ce que ça... Non, d'être surpris que c'était appliqué tout de suite, alors que c'était volontaire. Connaissant un petit peu notre identité, on s'est dit, bon, est-ce qu'ils vont demander... Est-ce qu'ils sont mis au courant, d'ailleurs, les personnes en détention? Oui. Ils sont mis au courant. Donc, lorsqu'ils approchent un petit peu du quantum de peine où ils peuvent demander un aménagement de peine, donc on leur met aussi ça dans les mains. Donc nous, en tant que conseil d'insertion et de probation, on les conseille aussi de faire cette démarche auprès des médecins, des psychologues. Mais c'est toujours couplé effectivement avec une expertise psychiatrique. Oui. Mais c'est pas une obligation, je répète. Il y a des États comme à Los Angeles, en Californie, c'est tous ceux qui infractions. J'ai pas encore vu d'analyse là-dessus si ça marche. Ça doit sûrement marcher puisque au niveau déjà du traitement, c'est un inhibiteur, c'est un inhibiteur de libido, tout ça. Donc voilà. Est-ce que ça élimine sur une partie du raisonnement. Oui. Alors, pour les viols sur mineurs, les peines vont de 18 à 20 ans aux assises. Finalement, avec toutes ces remises de peine, s'il faut faire ça, finalement, j'ai l'impression qu'ils n'effectuent pas la totalité de leur peine. C'est une vision un petit peu de l'extérieur. Je pense que on sait que le sens de la peine va vraiment jouer dans les 3-5 premières années. Après, ils s'installent dans leur Donc finalement, les longues peines ne servent
n'est pas forcément... Si, après, il y a l'individualisation de la peine. Ça dépend de la dangerosité peut-être de la personne. Oui, mais surtout aussi de la volonté de la personne, parce que notre service travaille à l'intérieur pour effectivement individualiser la peine, essayer de voir, cette personne, un jour ou l'autre, devrait retourner dans la société. Donc, on l'a préparé à revenir dans la société. Donc, on travaille là-dessus. Donc, avec tous les partenaires qui existent actuellement, donc les partenaires dans le médical, les partenaires au niveau de l'extérieur par rapport à l'emploi, par rapport même y compris la famille. Lorsque nous on se déplace des fois dans les îles où il y a eu effectivement infraction sexuelle dans l'île. C'est des petites communautés. Donc, nous, on interpelle le maire, on interpelle la famille, on interpelle le pasteur, le curé du coin, pour voir si le retour de la personne ne va pas provoquer des troubles, ainsi de suite. Donc, parce que le temps de l'emprisonnement a une fin, sauf pour les perpétuités, mais y compris peut-être les perpétuités des fois, on peut aussi y trouver une fin. Mais la personne un jour doit revenir et va revenir dans la société. Donc, il vaut mieux la préparer le mieux possible. Parce qu'ils peuvent devenir encore plus dangereux. Ouais. Parce qu'ils sont confrontés du coup à des collègues entre guillemets et puis. Après tout, enfin, je suis d'accord. Et puis nous tous, ça nous touche quand il y a ce genre de cas. Mais ici, les longues peines, c'est relativement rare que les gens qui les effectuent, qui recommettent derrière une fois qu'ils sont libérés. Donc ça veut dire qu'après, quand il y a déjà une longue peine, comme tu disais, passer 7, 10 ans, ils se calment. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que par exemple, dans votre service, vous avez remarqué qu'il y a des endroits qui sont plus touchés que d'autres par tout ce genre de crime? Est-ce que, par exemple, on en trouve plus dans les îles éloignées ou dans un contexte familial particulier où il y a vraiment de tout? Il y a forcément de tout, mais on retrouve parfois dans les contextes familiaux particuliers, comme tu disais. Par exemple la promiscuité familiale, avec dans un même habitat, parfois très insalubre, plusieurs hommes. Déjà, les relations sexuelles parentales à la vue des plus jeunes, tu vois. Parfois, quand il y a plusieurs couples aussi à habiter dans il y a un contexte qui peut favoriser parfois. Mais non, malheureusement, ça arrive partout et dans beaucoup de conditions différentes. Voilà. Donc c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des moyens d'alerte et notamment pour les plus jeunes. Moi, je vais souvent le soir, quand je rentre du travail ou même quand je sors, je vois souvent des très très jeunes à l'extérieur. Déjà, là, il y a un risque. Pourquoi ? Parce que la population qu'on croise à 20h, c'est pas la même qu'on croise à 23h, et c'est pas la même qu'on croise à 1h du matin. Donc, résultat, là, les parents, il y a tout lieu d'être vigilants vis-à-vis de ça. Les bringues, on l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure, et Internet, où faire attention. Voilà, être vigilant à ce à quoi on va avoir accès en tant que très jeune. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est une camarade à vous qui était venue me voir pour un cas où une jeune fille avait été contactée par Facebook, soi-disant par un jeune de son âge, et puis il a finalement 30 ans, c'est plus la même chose, quoi. De plus en plus, ce genre d'histoire aussi. Voilà, alors bon, on focalise là-dessus, mais il existe plein d'autres choses, des jeunes entre eux qui se font des propositions sexuelles via Internet parce qu'ils n'osent pas se les faire à l'école. Sinon pour faire un buzz. Voilà, donc il y a des contextes comme ça qui sont quand même assez importants et sur lesquels il faut rester vigilant, mais je sais que les parents parfois ont beaucoup de choses à faire, mais ça serait bien qu'ils fassent au moins ça. Ce sera le mot de la fin. Restez vigilants. Oui, ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Et c'est pas simplement les familles défavorisées, c'est dans toutes les familles ça peut arriver. Donc il faut être vigilant effectivement par rapport à ce genre d'effraction. Et n'hésitez pas à nous appeler surtout si vous avez un doute, même dans le doute. Un numéro de la... Alors le 17. Le 17. Et si on a vraiment peur d'appeler la gendarmerie, n'hésitez pas à appeler les associations de victimes qui pourront vous aider à vraiment savoir qu'est-ce qui attend
potentiellement quelqu'un qui fait la démarche d'aller vers une unité de gendarmerie, enfin vers la justice plus généralement, quoi. Voilà, c'est la fin de ce Midi Mag. Merci à mes invités pour toutes ces informations. Merci également à vous, fidèles auditeurs. D'ici 14h, votre émission spéciale Délinquants sexuels sera en podcast sur le site de la première.fr, mais aussi en replay et rediffusée ce dimanche, juste après le journal de la mi-journée. Excellent après-midi malgré la pluie qui est de retour. Je vous donne rendez-vous à 16h pour votre Flash Info. Au revoir.